Bonjour à tous. Alors avant de commencer, je voulais m'assurer que vous m'entendez tous bien. Pour ça, vous devez avoir, si vous pouvez me simplement répondre, vous avez un petit module questions qui doit apparaître sur votre écran. Si vous pouvez simplement me confirmer que vous m'entendez et que le son est correct pour pouvoir passer un moment ensemble sans faire souffrir les oreilles. Alors, je vais vérifier. Tout va bien, ok pour moi, bien, ok. Bon, bah, très bien, c'est déjà un bon point. Les aspects techniques semblent être réglés. Donc, vous voyez également mon écran ainsi que ma souris bouger. Oui, Fanny nous confirme que c'est bon. Bon, bah, écoutez, c'est parfait. Donc, il est 18h32. Nous avions rendez-vous à 18h30 pour que je vous parle d'analyse et visualisation de données dans données quantiques Ali, dans un contexte de recherche. Donc, c'est ce que je vais m'efforcer de faire pendant peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure avec vous. Alors, donc, si je suis là avec vous, alors, première chose, peut-être me présenter. Donc, je suis Boris Moscarola, directeur associé de la société Sphinx. Et puis, depuis plusieurs années maintenant, on a établi une relation de confiance avec l'AFM, donc l'Association française de marketing, dont vous devez être à peu près tous adhérents, je pense, qui vous permet d'accéder gratuitement à nos solutions pour vous permettre de réaliser vos travaux de recherche. Donc depuis, sur plusieurs, vous avez peut-être déjà rencontré sur différents congrès pendant lesquels on est intervenu pour présenter nos solutions, différents cas d'usage, afin que vous puissiez comprendre comment les utiliser. Donc à l'initiative de Widad Sabri, qui a gentiment proposé d'organiser un webinaire, donc à son initiative, donc on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous démontrer tout ce qui est possible d'être fait. Voilà pour la petite introduction. Donc, tout au long de la présentation, je vous invite à poser vos questions. Si vous en avez, il suffira de passer par le module de questions que vous avez utilisé pour me confirmer que vous m'avez bien entendu et que l'écran bougeait bien. Donc, vous pouvez passer par là, n'hésitez pas, j'essaie d'y répondre dans la mesure du possible au fil de l'eau. Voilà, alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous une nouvelle expérience cognitive que l'on propose avec une solution qu'on vous mettra à disposition qui s'appelle DataVille, qui consiste finalement à faire le mix entre la statistique, la visualisation et la communication pour proposer une expérience immersive dans les données, et notamment lorsqu'on est amené à travailler sur des données structurées et non structurées. Alors, pour commencer, un petit état de l'art. Donc, on constate depuis de nombreuses années maintenant qu'on a véritablement le feu dans les données. D'ailleurs, on ne parle plus de données, mais on parle de data. Il y a à peu près la même chose avec de la data analysis, data visualisation, data storytelling, data centrique, etc. Donc, on a des data dans tous les sens. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que l'on peut en faire? Alors, première chose, c'est qu'on constate finalement deux types de structures de données. On a des données qui sont structurées, qui peuvent provenir de CRM, de gestion RH, financière, d'enquête, d'analytics ou autres. Finalement, les données sont cadrées et assez faciles finalement à appréhender en vue d'une analyse. Et puis en face, ou en complément, on a des données qu'on appelle des données non structurées, ça vous connaissez tous, qui peuvent provenir d'articles, de réseaux sociaux, de blogs, d'entretiens, de forums. Bref, on a affaire à des données principalement sur des contenus textuels qui présentent une vraie richesse dans leur contenu, mais qui restent encore assez difficiles à appréhender. Donc, face à ces données, les besoins sont toujours les mêmes, qu'on soit finalement dans un contexte de recherche, comme vous, ou qu'on soit, comme beaucoup de nos clients, dans un contexte plus pro, enfin dans un contexte professionnel, pour analyser les données. La première chose, c'est qu'on a besoin de les comprendre. Donc, pour ça, on va mobiliser différents méthodes, de la statistique descriptive multivariée, des algorithmes prédictifs, des méthodes de classification pour regrouper les individus, du data mining pour aller en profondeur, explorer, et puis du text mining, de l'analyse sémantique et du traitement automatique du langage pour justement pouvoir comprendre ces données non structurées. Lorsque finalement ces données, on les a comprises, il va falloir qu'on raconte une histoire autour, qu'on puisse embarquer finalement le lecteur dans une histoire qui lui permettra de comprendre les éléments essentiels, construire une expérience de lecture et puis mobiliser l'image pour captiver. Et enfin, il faudra pouvoir partager ces contenus. Donc, il peut être diffusé simplement,
ça peut être des rapports papier, mais ça peut être aussi des communications qui se font en ligne, ce qui se fait de plus en plus. On a besoin finalement de permettre au lecteur d'interagir avec les données. Ce qui fait qu'on va être amené à mobiliser toutes sortes d'outils. D'abord, pour la statistique et le text mining, on va, vous, les chercheurs notamment, vous êtes amenés à travailler avec SPSS, avec Atlas TI, NVivo, SAS, XLStat, bref, il y en a Statistica, il y en a tout un paquet qui permettent effectivement de bien comprendre ce que les données nous racontent, de construire des hypothèses, de les affirmer ou de les confirmer. Mais en termes de communication, on va être assez limité en termes de visualisation. C'est pas ça qui nous permettra véritablement de faire passer un message. Donc, dans ce cas-là, on va basculer plutôt vers des logiciels d'exploration, de visualisation, type logiciel de BI comme Tableau Software, BIM, QLeak, Power BI, il y en a plein, qui permettent pour le coup vraiment de proposer une expérience immersive et de s'enfoncer dans les données, mais en revanche qui n'apportent absolument pas d'outils statistiques, qui ne permettent pas finalement de comprendre les relations entre les variables, les relations entre les données. Donc bien en termes de visu, mais finalement trop light en termes de compréhension. Et puis on a les solutions, pour le coup, une fois qu'on a fait tout ça, il va falloir communiquer les résultats. Donc là, on va basculer vers PowerPoint, vers PictoChart, WordPress, Photoshop ou simplement vers Word. Ce qui nous permettra de mettre en musique finalement nos résultats, mais on va perdre le lien aux données et puis on va perdre les éléments, les aspects statistiques. Donc il faut finalement jongler avec les outils, ce qui va prendre du temps, va multiplier les risques d'erreur et ce qui nous force à être finalement rigoureux, souple et créatif. Bref, ce qui n'est pas toujours très très simple et qui peut nous pousser finalement à faire le grand écart comme on le voit là, avec ce bon vieux Jean-Claude. Donc finalement, pourquoi pas tenter une nouvelle expérience cognitive, et c'est ce qu'on propose donc avec DataViv. C'est une solution qui va faire le pont finalement entre ces trois disciplines, la statistique, l'exploration et la communication, qui vous permettra d'analyser, de raconter une histoire et de partager avec des tiers. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là ou si c'est clair. Donc pas de questions, donc je vais pouvoir continuer. Alors bon, tout ça, c'est petite introduction pour finalement basculer sur le sujet qui nous intéresse. Finalement, comment concrètement tout ça va se présenter, comment on va pouvoir parvenir finalement à ce résultat. Alors j'ai pour ça plusieurs cas que je voulais vous présenter qui permettent finalement de se rendre compte de ce que l'on peut faire aujourd'hui en mobilisant la stat, la visu et l'analyse textuelle. Alors premier exemple, si on a parmi vous peut-être qui l'ont déjà vu, parce que j'avais déjà présenté ce petit cas-là. On a récupéré sur un site qui s'appelle Twitter Trump Archive les 30 000 tweets émis par Trump depuis 2012. Donc l'étude, on l'a arrêtée l'année dernière en décembre. Donc ça part de 2012 jusqu'à décembre 2018. Donc ça fait plus de 30 000 tweets, ça fait une masse d'informations plutôt significative. Et avec pour le coup finalement exclusivement des contenus textuels. Alors, ce qu'on va chercher à faire dans ce cas-là, finalement, c'est voir quelles sont les principales préoccupations de Donald lorsqu'il est amené à tweeter, quels sont les destinataires du discours. Donc, on va aller regarder les sujets, les contenus, aller regarder les lexiques pour voir finalement de quoi il nous parle. On voit qu'il nous parle de NBC, de New York Times, de Clinton, d'Obamacare, de CNN, fake news, Obama. Donc, on a comme ça extrait des thématiques en regardant les lexiques et puis qu'on va pouvoir finalement voir la fluctuation dans le temps. Donc en 2015, quels étaient les principaux sujets? Est-ce que Clinton était toujours aussi important? Clinton, ça restait un sujet important, mais pas autant qu'on a pu le voir en 2016, parce qu'on passe de 196 tweets à 639, finalement dans la période préélectorale, où il est candidat à la présidentielle, et sa cible principale, c'est Hillary, qui va bombarder de tweets assassins pour la faire chuter dans les sondages. Donc on va comme ça pouvoir aller regarder finalement les préoccupations de Donald Trump en voyant le nombre de tweets qui sont mentionnés et en ayant toujours la possibilité de remonter, de partir de la thématique vers le tweet pour le retrouver dans son contexte. Donc il fait des coups de Hillary Clinton, blablabla. Donc j'ai ici tous les tweets qui mentionnent Hillary Clinton. Donc après on va pouvoir aller regarder finalement un sujet plus en particulier. Donc on retrouve les différents sujets qu'on a identifiés, fake news, Obamacare, CNN, etc. Et lorsqu'on est sur les fake news, on va voir finalement quand est-ce que
Donald Trump nous parlait de fake news, et finalement, quand il était candidat aux primaires, ou quand il était citoyen, ou même quand il était candidat à la présidentielle, les fake news n'existaient pas vraiment. C'est à partir du moment où il a été en poste que là, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à raconter des salades. Et on voit donc les 252 tweets avec le champ lexical. On retrouve les médias, CNN, la Russie, Great Election, avec finalement les principaux mots qui sont associés au tweet. Donc lorsqu'on clique sur Story, même chose, on va retrouver l'ensemble des tweets qui mentionnent le mot Story dans la thématique des fake news. Donc on va comme ça pouvoir balayer tous les sujets et puis voir ces sujets, les voir évoluer dans le temps avec une approche purement quanti. On va constater que Obama, qui était un de ses cibles prioritaires jusqu'en 2014, finalement, à partir du moment où il a appris qu'il allait sortir de la course, qu'il ne serait plus vraiment président, il a décidé, tout d'un coup, il est devenu moins prioritaire. Alors qu'on voit ici les Clinton, avec de l'année 2016 où il était complètement, tous les tweets étaient centrés sur Hillary. Voilà, donc on a comme ça une manière d'aborder. On peut aller après regarder, cibler les champs lexicaux. Ici, on est sur les différents insultes que Trump a pu sortir, dont dumb, loser, stupid, weak, dishonest, etc. Et puis on peut aller donc de la même manière aller explorer en filtrant pour voir tous les tweets qui mentionnaient le mot weak, de quoi il retournait, en isolant finalement les lexiques selon leurs différentes formes grammaticales, les adjectifs d'un côté, les noms communs de l'autre et les verbes de l'autre. Donc voilà une première approche, mais vraiment très très lexicale, où on mobilise la visualisation et les méthodes d'analyse lexicale pour essayer d'aller finalement comprendre les différents sujets que Trump a pu aborder tout au long de son mandat. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou c'est clair? On peut poursuivre? Très bien. Alors, le gros intérêt de l'analyse lexicale, c'est que finalement, que l'on soit sur 1000 tweets ou que l'on soit sur 30 000, le temps de traitement restera le même. Et finalement, on voit qu'on a des temps de réponse qui sont assez rapides et qui nous permettent finalement de se passer d'une lecture exhaustive du corpus, qui sera beaucoup trop important, en allant cibler finalement les sujets qui nous intéressent. Voilà, donc c'est un exemple avec Donald Trump. On a fait un autre exercice finalement avec l'analyse croisée des discours de Macron et Philippe en 2017, lorsque finalement ils sont vraiment rentrés dans la politique, lorsqu'ils sont adressés à l'Assemblée nationale et deux discours au Congrès et à l'Assemblée nationale en juillet de 2017. Et de la même manière, on a intégré donc ces discours-là pour essayer de voir de ce qu'ils nous racontaient. Alors d'abord, on a essayé de regarder finalement les différents mots des discours. Donc on a d'un côté Édouard Philippe, de l'autre le président Macron, et on va pouvoir les voir finalement le lexique des uns et des autres en isolant d'un côté les noms communs, de l'autre côté les adjectifs, et en allant regarder finalement les adjectifs de Macron, c'est grand, politique, nouveau, profond, mandat du peuple. Et lorsque Édouard Philippe nous parle de on a grand, nouveau, on a madame, monsieur, etc., le monde, la confiance. Donc on va pouvoir voir également finalement l'importance du nombre de mots. Donc on a ici le président Macron qui donne 10 500 mots, avec une longueur moyenne de 20 mots par phrase, contre 10 163, 21 en moyenne. Donc ils ont à peu près la même manière de s'exprimer, avec des champs lexicaux qui peuvent un petit peu varier. Ce qu'on va avoir finalement, c'est comment l'un ou l'autre s'adressent à leur public. Est-ce qu'ils sont plutôt sur le je, sur le nous, sur le vous? Donc on voit que le président Macron est davantage sur le je que Philippe, qui la joue finalement plus collectif avec le nous. Et on va pouvoir de la même manière aller regarder pour l'un et pour l'autre quels sont finalement les destinataires du discours, ceux qu'ils invoquent. Donc on va pouvoir constater que qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. Donc on va pouvoir retrouver après le détail du discours. Et on a les différentes thématiques, la France, les Français, la République, le monde, le gouvernement. Donc on voit que l'Europe, c'est plutôt un terme qui est propre à Emmanuel Macron, alors que mesdames, messieurs, c'est pas très important, alors que les députés, pour le coup, c'est plutôt Édouard Philippe. Donc on va de cette manière, en allant à nouveau extraire les thématiques qui nous intéressent, pouvoir voir finalement comment se caractérisent les discours de l'un et de l'autre. Donc toujours sur la forme selon l'orateur, est-ce que Emmanuel Macron est plus je, vous, nous? Donc là, on utilise cette fois
principe de scénarisation pour aller regarder. Donc, j'ai Édouard Philippe, je vois le nous, le je, le vous. Donc, à 75% des phrases utilisent le nous, alors que Emmanuel Macron est à près 70, donc un petit peu moins. Et on va pouvoir voir finalement à nouveau les thématiques et comparer à l'un et à l'autre. Donc, plutôt sur un mode de lecture un peu de type benchmark, on va utiliser la scénarisation pour aller explorer, et toujours en remontant à chaque fois jusqu'au niveau du verbatim, où j'ai tous les mots de toutes les phrases d'Emmanuel Macron qui mentionnent le Parlement. Voilà. OK, et puis comment s'adresser à son auditoire. On va pouvoir voir donc cette fois mobiliser méthode d'analyse factorielle. Donc on va regarder les phrases qui utilisent le je, le nous ou le vous. On va voir à quelle thématique elles sont associées. Donc on voit que le je est plutôt associé au Parlement, aux citoyens, aux ministres. Le vous, c'est l'Assemblée, c'est le Parlement. Quand le nous, c'est la société, c'est la France, c'est la République, c'est les collectivités. Donc on arrive de cette manière à se faire finalement une idée du discours de ces destinataires en y passant un petit peu plus de temps que ce que je suis en train de vous faire là. Mais l'objectif ici, c'est de vous montrer finalement les différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour comprendre, se faire une idée du texte sans forcément rentrer dans la lecture, et surtout proposer au lecteur une expérience qui lui permette de se faire sa propre idée des données en allant filtrer, cliquer, explorer. Alors, est-ce que vous avez des questions ou tout va bien? Absolument pas de questions. Donc soit je suis limpide, soit tout le monde a coupé son micro. Mais j'imagine que si vous êtes toujours là, c'est que vous devez m'entendre. C'est un peu la joie des webinaires, on ne sait jamais finalement, les gens, je ne vous vois pas, je ne sais pas si vous êtes là, si vous m'écoutez, mais partons du principe que c'est le cas. Tout est clair, me dit Fanny. Ben, merci beaucoup Fanny. Alors, donc pour maintenant essayer de décortiquer davantage la méthode, on a fait un petit exercice, on a récupéré 1000 commentaires d'avis Google. Donc on allait sur les avis Google pour 6 hôtels parisiens. Donc sur la structure de données, donc voilà, les avis sont ceux-là. Nous avions une chambre standard, commentaire de Daniela qui a été posté en octobre, qui a voyagé en couple et qui a donné différentes notes. Donc la structure de données est la suivante. J'ai une variable commentaire qui est là, une chambre côté court, absolument parfaite, pas un bruit, literie impeccable, etc. Une note de satisfaction déclarée, donc qui va de 1 à 5 étoiles. Un contexte, que je suis en couple, affaires, en famille, etc. Un hôtel visité et une date. Donc l'objectif, c'est finalement d'aller voir tout ce qu'on peut faire en termes d'analyse pour explorer les contenus et puis finalement voir quelles sont les préoccupations des touristes qui vont à Paris, qui ont séjourné dans ces hôtels, voir comment ils perçoivent leur séjour. Alors, premier point, on va regarder l'échantillon rapidement. Donc on est sur une répartition à peu près équivalente entre les différents hôtels. Donc on a Paris Lafayette, Seven Hôtel, Grand Hôtel de Paris, Hôtel Apollon, etc. Et puis avec des hôtels qui sont mieux notés que d'autres. Donc Hôtel Apollon qui est bien apprécié, alors que l'hôtel, c'est quoi l'hôtel Paris Lafayette, on est sur une note moins bonne. Avec un contexte, pas mal de voyages d'affaires pour Paris Lafayette, et puis davantage couple ou famille pour les autres. Donc des commentaires qui ont débuté en 2004, mais avec finalement le gros des troupes qui a été posté entre 2015 et aujourd'hui. Lorsqu'on regarde finalement la structure de notre échantillon et le type d'hôtel, on voit qu'on a des hôtels qui sont plus plébiscités selon que l'on est en voyage d'affaires, en couple, seul, affaires ou seul. Par exemple, hôtel Apollon Montparnasse ou Westin Paris, on voit que les visiteurs qui sont en affaires sont surreprésentés, alors que le Grand Hôtel de Paris, lui, on est plutôt sur un échantillon famille. Et puis, lorsqu'on va zoomer après sur la note de SAT, donc à nouveau, j'ai mes différents contextes d'hôtels avec les différents contextes de visite selon les hôtels. On voit qu'on a des hôtels qui sont davantage appréciés, comme l'hôtel Montparnasse, avec une note qui est significativement supérieure à la moyenne de 4,4, alors que le Grand Hôtel de Paris, pour les affaires, pour le coup, on a un petit problème. Donc là, on est sur une approche purement quanti, on va constater notre échantillon et puis voir finalement comment les choses se répartissent. Maintenant, moi, j'ai posé des hypothèses de recherche, c'est pas un grand mot, mais des hypothèses de travail. Donc, ce que je souhaite observer, finalement, c'est ma satisfaction globale. Et cette satisfaction, je pense qu'elle peut être influencée de différents facteurs. D'abord, par le nom de l'hôtel, par l'hôtel dans lequel j'ai séjourné.
mais je pense qu'elle peut être aussi influencée par mon contexte, par la saisonnalité, et puis elle va également dépendre finalement de l'expérience vécue. L'expérience vécue, ce sont les différentes thématiques qui sont présentes dans les verbatims. Donc pour ça, ce qu'on va pouvoir faire, notamment avec les solutions DataVif, c'est finalement tracer un graphe de relation dans lequel on pose nos différentes variables, et on va voir si, avec des petites pastilles, TS pour très significatif, NS pour non significatif, s'il y a une relation. Donc, ce qu'on voit tout de suite aujourd'hui, c'est que alors, par exemple, l'orientation des commentaires, qui est une orientation calculée, donc on fait une analyse de sentiment sur les commentaires pour voir si on est sur une tonalité positive ou négative. La tonalité des commentaires varie énormément varie d'un hôtel à l'autre. Donc, je peux aller regarder. Effectivement, l'hôtel Paris-Lafayette, on est sur des avis qui sont sous-représentés sur les avis positifs, surreprésentés sur les avis partagés. Donc, on est plutôt sur un séjour qui n'est pas forcément bien apprécié. Alors que l'hôtel Apollon-Montparnasse, là, pour le coup, on a des avis positifs qui sont surreprésentés. À nouveau, ces avis positifs, il ne s'agit pas de la note de SAT déclarée, mais qu'il s'agit bien d'un calcul d'orientation basé sur une analyse morphosyntaxique et sémantique du verbatim. En revanche, ce qu'on voit, c'est que finalement, il n'y a pas d'influence du contexte, que je sois sur la satisfaction globale, que je sois que je voyage par affaires, couple, seul, etc. Donc là, je fais des tests d'écart à la moyenne avec un test de Fisher. Et puis, je vais pouvoir voir si effectivement, là, il y a une relation ou pas. Voilà, donc, j'ai quelques questions. Zut, je n'avais pas vu. Question, comment avez-vous récupéré ces données? Alors, donc, question de Fanny, sur les données là qui proviennent des avis Google, j'ai simplement, un truc bête et méchant, j'ai demandé à quelqu'un de faire du copier-coller. Puisque on ne peut récupérer ces avis que si on est propriétaire du compte Google. C'est-à-dire que seul l'hôtel Paris-Lafayette a le droit de récupérer ces avis, de manière automatique. Voilà, est-ce que les données de vos exemples sont disponibles? Donc, question de Mustapha, oui, ça je pourrais vous les envoyer si vous voulez. C'est nous qui les avons récupérés, donc bien entendu, on peut vous les mettre à dispo si ça peut vous permettre de mieux comprendre. Donc voilà, donc première chose, je vais poser mon contexte de travail, mes hypothèses d'études, et on verra si elles se confirment. Enfin, là, je vois finalement quelles sont les relations, et je vais aller creuser ensuite pour voir comment mettre tout ça en musique. Alors, première chose, je vais aller faire une exploration lexicale, une exploration de mon lexique. Donc, on peut voir ici, on a 32 000, quasiment 33 000 mots, avec finalement un vocabulaire qui correspond à la moyenne française, je crois qu'il est autour de 4 000 mots, donc là on est un peu plus, à 5 680 mots, et des verbatims qui sont sur une moyenne de 77,6. Alors non, c'est pas celui-là que je voulais voir, non, échantillon, j'avais déjà vu, voici, c'est bon. Donc je vais pouvoir restituer les verbatims pour pouvoir naviguer, voir finalement le verbatim dans son contexte, donc ici une chambre côté absolument parfaite, blabla. Une note de 4 sur 5, c'est l'hôtel Paris-Lafayette, un couple qui a voyagé en octobre 2019. Et ce que va me permettre de faire l'outil, la première chose, c'est qu'on va pouvoir travailler sur les textes bruts sous forme de verbatim, mais aussi s'appuyer sur l'analyse morphosyntaxique pour aller extraire les mots, présenter les mots selon leur forme grammaticale. Donc on a dans le logiciel une solution de lématisation qui permet d'éliminer tout le bruit en réduisant le mot à sa racine grammaticale. Donc typiquement, le petit, petite, au singulier ou au pluriel, sera toujours traité sous la forme petit, de cette manière. Les verbes seront traités à la forme infinitive et les noms en forme masculin singulier. Ce qui fait que là, si par exemple on clique sur petit, on a voilà, chambre assez petite, manque un petit peu d'insonorisation, petite ici au pluriel. Donc je vais pouvoir retrouver de cette manière-là, aller explorer mes verbatims en fonction des lexiques. Donc moi, j'ai choisi des adjectifs puisque je suis dans un contexte d'évaluation. Donc je vais chercher des qualificatifs pour parler du séjour, et mieux, ce qui est plus intéressant quand même, parce qu'il ce qui exprime le plus finalement l'expérience, c'est plutôt l'adjectif. Donc j'ai les adjectifs, mais en même temps, je veux voir une première idée des thématiques, et donc pour ça, je vais aller extraire toutes les expressions. Donc j'aurais pu sortir les noms communs, mais là je vais un peu plus loin en identifiant tous les groupes nominaux, donc ce sont tous les suites de mots qui sont répétés de manière fréquente, type salle de bain, qualité-prix, petit-déj, petit déjeuner, gare Montparnasse. Et donc, lorsque je vais salle de bain, j'ai tout sur toutes les déclinaisons de salle de bain. Donc ici, la place du mot n'a pas d'importance. En revanche, sa taille permet d'effectivement de donner une information sur son importance dans le corpus, donc sur son occurrence. Alors, question de Widad, est-ce que les logiciels traitent les images et les émoticônes? Non, on ne traite pas les images et les émoticônes pour le moment. Donc peut-être dans un second temps. En même temps,
normalement, ce qu'on constate, c'est que les images sont souvent là pour illustrer le texte. Donc, c'est pas certain qu'on ait beaucoup plus d'infos lorsqu'on, en tout cas dans ce type de contexte, par exemple, lorsqu'on travaille lorsqu'on va récupérer des images. Mais ça, je le dis parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore le faire. Mais pourquoi pas travailler là-dessus. Donc, j'ai ici une première approche, voilà, approche lexicale, où je vais aller naviguer dans mon corpus en allant regarder les mots qui m'intéressent et pouvoir retrouver finalement les verbatims associés. Donc, je peux de la même manière aller regarder, c'est ce que je viens de faire là, j'ai agréable, je vais voir dans quel cas on retrouve agréable et qualité prix, et puis j'ai tous les verbatims qui traitent d'agréable et qualité prix. Donc ici, on est vraiment sur une approche purement lexicale. Maintenant, j'aimerais, moi, finalement, voir s'il y a des... Ah mince, c'est pas bon. Voir s'il y a des... Voilà, s'il y a finalement des catégories de discours qui émergent en se basant sur les lexiques. Donc pour ça, on a intégré dans nos solutions aussi la classification hiérarchique descendante, qu'on appelle également la méthode ACEST. On va aller regrouper les verbatims selon leur proximité lexicale. Donc quels sont finalement les verbatims qui sont les plus proches en termes de lexique. Donc je l'ai appliqué à ce contenu, ce qui a permis de faire émerger 3 classes, la classe A, la classe B et la classe C. Donc on peut voir que la classe A finalement est assez peu documentée, pas peu documentée, mais on a des gens qui sont pas très prolixes, avec 57 mots par commentaire. La classe B déjà un peu plus, avec 62 mots, qui ont l'air d'avoir une note très positive. Et puis la classe C, où on a des commentaires plutôt négatifs, en tout cas avec une note de satisfaction déclarée qui est faible, et des commentaires assez longs. Donc si je sors simplement ce camembert, là, je ne vais pas avoir beaucoup d'informations, donc je vais aller regarder finalement le contexte. Je vais illustrer finalement chacune de mes catégories avec les lexiques spécifiques. Alors, j'ai une petite question qui arrive. Est-il possible de traiter les textes en arabe? Alors, toute l'analyse morphosyntaxique qu'on propose dans les sentiments fonctionne en français, en anglais, en allemand, en espagnol. En revanche, donc on pourrait importer des données en arabe, mais on ne saura pas effectuer tout le process de lématisation. Donc, il faut plutôt passer par des traductions pour pouvoir les analyser, pour le moment. Donc, lorsque je lance ma classification hiérarchique, je vais donc vouloir finalement caractériser chacune de ces classes. Donc, je vais m'appuyer sur les adjectifs ici et je vais sortir tous les adjectifs qui sont les adjectifs spécifiques, donc surreprésentés pour chacune des classes. Et ce qui va me permettre de m'aider à les nommer. Donc la classe C, on voit que dans les adjectifs, on a petit, cher, bruyant, déçu, simple, vrai, sale, frais, minuscule. Donc on est sur quelque chose quand même de pas hyper positif. La classe B, on a bon, propre, confortable, sympathique, calme, serviable. Donc on est déjà sur quelque chose d'un peu meilleur. Et puis la classe A, là où on a agréable, grand, beau, excellent, parfait, spacieux, magnifique, chaleureux, belle, original, professionnel. Et finalement, ce que l'on constate, c'est que par le biais de la classification, finalement, les 3 classes qui émergent sont les classes qui suivent finalement l'évaluation avec des clients qui sont déçus, petits, chers, bruyants, déçus, simples, etc. Des visiteurs qui sont finalement satisfaits, c'est conforme, bon, propre, sympathique, calme, serviable, copieux, disponible, ça, une expérience plutôt positive. Et puis vraiment ensuite les enchantés, agréable, excellent, où là on est dans le superlatif, délicieux, charmant, génial, chic. On est vraiment finalement, ces 3 classes correspondent vraiment à l'expérience touristique, à l'approche d'évaluation finalement fournie par Google, que proposent les avis Google. Donc on peut le visualiser de cette manière-là, et puis on peut ensuite s'appuyer sur les analyses factorielles finalement pour rajouter des dimensions. Donc ici, je veux finalement voir mes 3 classes A, B, C, donc ce sont les points en violet, que je vais illustrer avec mes lexiques spécifiques, donc la même chose que l'on a dans le tableau au-dessus, donc délicieux, original, magnifique pour la classe A, mais que je voudrais mettre en perspective avec les hôtels. Et donc, on voit finalement que dans cette analyse, qui restitue 103% de l'information, donc 100% de l'information, on voit tout de suite finalement que l'enchantement, vraiment l'expérience enchantée vécue, elle se situe principalement sur les commentaires de l'hôtel Cube et de Westin Vendôme, alors que la classe C, on retrouve donc, qui est plutôt c'était la classe des déçus, la classe C. On est sur les clients de Seven Hotels et Grand Hôtel Paris. Donc ici, on utilise d'une part la statistique pour extraire du sens avec la classification hiérarchique, et ensuite
les analyses factorielles qui permettent également de répartir l'information, mais aussi de visualiser. Et en ayant toujours la possibilité de remonter au niveau du verbatim pour retrouver, lorsque j'ai les verbatim parfaits, ici une chambre parfaite, à proximité c'était parfait, parfait, etc. Et de la même manière pour les classes A, B, C, donc je pourrais utiliser pour filtrer, mais bon, là je n'ai pas fait. Voilà. Donc on peut de cette manière-là toujours d'une part réduire le niveau d'information et le structurer en utilisant la statistique, mais remonter au niveau du commentaire pour pouvoir l'illustrer et récupérer toute la richesse de contenu par le biais des outils de visualisation. Alors, question de Aguerre Bachouche, est-ce que l'extraction des données effectuée par un autre logiciel peut être par la suite analysée par DataVis? Alors, donc ça, je ne suis pas passé en détail là-dessus, mais avec DataVis, on peut récupérer des fichiers Excel, on peut récupérer du fichier SPSS, des fichiers CSV. Donc, finalement, peu importe dans quel logiciel vous avez collecté vos données, vous pourrez ensuite les utiliser dans la solution. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'imagine que oui, mais je ne vois pas. Oui, bah c'est parfait. Voilà, donc ici, je commence déjà à une première idée, finalement, sur ces évaluations. 3 classes à peu près homogènes, des clients déçus, des clients conformes, des clients enchantés. Et avec, finalement, une expérience qui est particulièrement positive sur l'hôtel Cube et l'hôtel Vendôme. Alors, donc je vais remonter. Donc ensuite, on va s'appuyer cette fois sur la sémantique, sur l'analyse sémantique pour aller plus loin. Et dans nos logiciels, comme je disais, on intègre un moteur d'analyse de sentiments, où cette fois, on ne va pas se baser sur la satisfaction déclarée, pour savoir si on est sur une expérience positive ou négative, mais véritablement sur l'analyse de la polarité du commentaire. Donc, on va faire tourner le logiciel qui se base d'une part sur la syntaxe, mais également sur les lexiques utilisés, et qui va me permettre de définir la part d'avis négatif, la part d'avis partagé. Donc, j'ai des critiques, j'émets des critiques, mais en même temps, j'ai des commentaires positifs, et la part d'avis positifs. Et puis, les avis sans opinion. Donc, on voit ici que finalement, on est quand même globalement sur une expérience plutôt positive, avec 77% des commentaires qui sont positifs. Ces commentaires positifs, effectivement, on le voit bien, c'est en moyenne une note de 4,2 sur 5. Sur les avis partagés, on est sur une note moyenne de 3 sur 5, avec des gens qui sont un peu plus bavards. On voit, on passe de 73 à 75 mots. Et sur les négatifs, une note de 2,1 sur 5, donc c'est vraiment pas très bon, et avec des gens qui s'expriment beaucoup plus. Et ça retrouve finalement tout ce qu'on voit dans la littérature de la satisfaction, c'est que les clients insatisfaits, d'une part le disent plus, mais surtout l'expriment de manière beaucoup, beaucoup plus prolixe. Et donc, en mixant finalement l'analyse sémantique et l'analyse lexicale, on va pouvoir, de cette manière, présenter 2 nuages de mots. Un nuage qui va me mettre en avant tous les adjectifs qui correspondent à des avis négatifs. Donc, on a propre, voilà, hôtel propre, on a impossible, premier, etc. Qu'est-ce que je ne me suis pas planté là dans mon truc? Ouais, donc les avis négatifs et puis les adjectifs issus de commentaires positifs. Ah oui, peut-être que je décoche ici. Ouais, hôtel très sympa, chambre propre, agréable. Ici, c'est sympathique. Voilà, là, bruyant. Alors, c'est pas sympathique et bruyant, je ne l'ai pas. Voilà. Et donc, on va, de cette manière, tout comme tout à l'heure, on va pouvoir s'appuyer sur l'analyse lexicale pour mettre en exergue finalement les mots d'une catégorie, ici les commentaires négatifs et les commentaires positifs, et puis sur la visualisation pour aller explorer et proposer une expérience de lecture à la personne qui va consulter. Donc, on a, de la même manière, je peux aller ensuite filtrer. Là, j'ai tous les avis négatifs, une catastrophe, cette réservation, ce qui est en petit déjeuner vraiment amélioré, le reste est passable. Par le personnel n'est pas vraiment sympathique, déjeuner très antipathique, pas souriant, etc. Et puis les avis positifs qui sont là, une chambre côté côte, etc. Alors, j'ai une question. Ah oui, non, c'est Dominique qui doit y aller. Voilà, donc sur l'analyse sémantique, donc on va pouvoir poursuivre finalement en mettant en perspective, donc là on est sur une vraie analyse quanticaliste, c'est-à-dire qu'on a les dates de visite, les différents hôtels fréquentés, et puis on va pouvoir finalement voir en cellule les répartitions par hôtel des avis positifs, négatifs ou partagés. Puis toujours remonter au niveau du verbatim pour comprendre finalement ce que chacune des catégories exprime. Alors, il en manque une partie, je suis perdu. Un instant.
Allez, c'est là. Hop. Voilà. Alors, l'hypothèse. Et j'ai perdu une partie de. Voilà. Alors, l'autre chose, c'est que donc, on peut s'appuyer sur l'analyse sémantique pour finalement comprendre comprendre finalement la manière avec laquelle les touristes s'expriment. Puis après, ce qu'il faudrait arriver à comprendre finalement, c'est bien de savoir comment ils s'expriment, mais surtout de savoir de quoi ils nous parlent. Et pour ça, on va effectuer une analyse thématique en se basant sur des dictionnaires que l'on va pouvoir construire de manière ad hoc. Donc ces dictionnaires, ça consiste à finalement définir une grille d'analyse thématique. Donc je vais regarder mes verbatims pour comprendre finalement quelles sont les préoccupations de chacune des personnes. Et on va pouvoir effectuer l'analyse de deux manières, soit en effectuant une analyse de contenu, donc je vais lire chacun des verbatims et pour chaque verbatim, je vais l'associer à la thématique que j'ai identifiée, soit je vais m'appuyer sur un dictionnaire où je vais, pour chacune de mes thématiques, aller y associer des lexiques qui permettent de l'illustrer. L'avantage la première méthode par analyse de contenu sur la codification manuelle permet finalement d'avoir peut-être une analyse plus fine, parce qu'on est dans le cas d'une analyse humaine, mais en revanche, on a un peu de biais puisqu'il est soumis à la sensibilité du lecteur. Et puis ça marche bien sur des petits corpus, mais dès que l'on est sur des volumes beaucoup plus importants, à ce moment-là, comme on prend le cas des analyses de Trump tout à l'heure, ou nous, ce qu'on constate sur l'expérience client, lorsqu'on est sur plusieurs dizaines de milliers de commentaires, ça ne marche pas bien, on n'a pas le temps pour effectuer le codage manuel. Donc dans ces cas-là, on s'appuie sur une analyse par dictionnaire. Et donc cette analyse par dictionnaire va nous permettre de faire émerger différentes catégories, donc l'hébergement, les services, la restauration, qualité-prix, et avec ensuite pour chacune des catégories, des sous-catégories, enfin des thèmes. Donc on a la chambre, l'équipement, propreté, odeur. On va avoir donné ensuite la répartition finalement de chacun. Donc cette analyse thématique, elle nous permet de, là, on a un regard finalement elle va permettre de synthétiser l'information et de passer de contenu complètement déstructuré à une liste structurée qui nous permet de davantage appréhender et de comprendre les préoccupations des visiteurs. On pourra après se baser sur l'analyse de sentiment pour pouvoir identifier finalement l'orientation, de quelle manière chacune des catégories est perçue. Est-ce que lorsqu'on parle d'accueil, est-ce qu'on en parle plutôt de manière positive ou négative? Même chose pour la chambre. Donc je vais pouvoir aller zoomer sur l'accueil ici, thématique d'accueil, avec tous les commentaires positifs qui me parlent d'accueil. Voilà, très bon hôtel, très bon accueil, hôtel très calme, chambre agréable, très bon petit déjeuner. De la manière sur la salle de bain, elle est où la salle de bain? Je ne sais plus où elle est. Bref. Donc on va de cette manière pouvoir aller coder l'ensemble des verbatims pour passer de contenus déstructurés à des contenus complètement structurés. Une question, les dictionnaires sont paramétrés par le chercheur ou y a une forme d'automatisation? Alors, question de Fanny. Alors, en fait, les deux. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer, on a un thésaurus qui est intégré dans le logiciel, qui est finalement un arbre de connaissances, qui est une grille standard qui permettra de lire n'importe quel contenu. Mais souvent, la terminologie n'est pas forcément adaptée au contexte. Donc, on peut utiliser ce module d'analyse où on peut aller créer son propre dictionnaire en identifiant ses thématiques et en allant chercher les lexiques qui permettent de la caractériser. Donc ça, je vous montrerai après rapidement ça tout à l'heure. Voilà, puis ensuite, on peut, comme tout à l'heure, finalement, prendre chacune des catégories, ici commerce, âge, bâtiment, départ, arrivée, les tarifs, et puis utiliser les analyses factorielles pour voir finalement comment se répartissent ces avis selon qu'ils sont, ces thématiques, selon qu'elles sont perçues de manière positive ou négative. Donc on voit que les tarifs, c'est principalement dans des avis négatifs ou partagés, et à l'inverse, le positionnement géographique est plutôt associé à une expérience positive. Voilà. Et donc, si on veut après valider, infirmer ou aller regarder finalement si on veut aller regarder la pertinence finalement de nos moteurs, je fais un petit test finalement, homme versus machine. Est-ce qu'il faut faire confiance à la SAT déclarée par la satisfaction déclarée par le visiteur, ou est-ce qu'il faut plutôt faire confiance au moteur d'analyse de sentiment? Donc, je vais faire un petit exercice tout simple. J'ai croisé les résultats de l'analyse d'orientation, donc des avis qui peuvent être nettement négatifs, plutôt positifs, partagés, plutôt négatifs, etc., avec la satisfaction déclarée.
Donc on voit, comme si on avait une droite de régression, on voit bien quand même que les surreprésentés sont bien à la croisée des chemins. Donc on a les avis partagés qui sont surreprésentés sur une note de 3, les avis plutôt positifs qui sont surreprésentés sur la note de 4 et les très positifs qui sont surreprésentés sur une note de 5. Mais on voit des choses un petit peu bizarres, comme ici. Alors celui-là est particulièrement étonnant. Quelqu'un qui va donner qui va mettre une étoile, donc a priori une très très mauvaise expérience, et pour autant avec un avis nettement positif. Donc on peut aller regarder ici. Effectivement, c'est sans doute quelqu'un qui n'a pas compris l'échelle ou alors qui a codé un peu rapidement puisque son verbatim est hyper élogieux. Pour autant, il a donné une note de 1. À l'inverse, on va voir sur une note de 4 avec des avis négatifs, donc une note de 4 sur 5 qui est plutôt bon. Puis en revanche, on a point séminaire, salle de réunion trop chaud, salle de bain vieillotte, pas de pression, mauvaise évacuation d'eau, je dirais que j'ai rafraîchi, rénovation, etc. Donc parents positifs, dommage que la non-effection des joints, la fenêtre gâcher tous les efforts d'isolation phonique, c'est vraiment brouillant pour dormir. Donc on voit bien que ici l'analyse de sentiment est particulièrement pertinente parce qu'elle va nous permettre de faire émerger des informations que simplement le déclaratif ne va pas permettre d'appréhender. D'où l'intérêt, notamment sur les process de recherche ou d'enquête, toujours bien mixer les échelles, les Likert qu'on peut utiliser avec des commentaires pour pouvoir amener davantage de matière et éventuellement permettre de capter des choses qu'on ne capterait pas par ailleurs. Voilà, puis après, juste pour le détail, dans le logiciel, on a également des solutions de carto pour aller finalement voir les répartitions d'échantillons sur une carte de France. Mais bon. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là ou c'est clair? Bon, on a encore du monde connecté, c'est bien. Donc, il est 19h12, donc je vais pas trop traîner parce que ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. Donc simplement maintenant, je vais vous montrer comment très rapidement tout ça fonctionne. Parce que l'intérêt de la solution, tout ce que je vous ai montré finalement, c'est que c'est à portée de main de tout le monde. On est vraiment sur une solution facile d'utilisation. Donc je vais reprendre mon analyse, donc mon jeu de données ici, où j'ai les commentaires, la note déclarée, le contexte d'étude, le nom de l'hôtel, etc. Donc, quand vous travaillez dans DataViv, le principe, c'est qu'on va créer un nouveau projet en allant récupérer des fichiers de données. On va prendre un fichier Excel, je sélectionne. Je dois l'avoir mis sur le bureau. Voilà, j'ai mes avis d'Hôtel Paris. Donc là, je repars de 0. Donc, j'ai bien un numéro, on s'en fiche. Une note de SAT, donc je vais plutôt partir sur une échelle qu'une valeur numérique. Un contexte, le nom de l'hôtel et la date. Donc, tout ça, c'est pas mal. La date, éventuellement, je vais changer le format en mettant là-dessus. Voilà. Et donc, je vais créer mon projet. Donc, je vais arriver dans un environnement qui va me permettre finalement d'effectuer la promesse de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est d'une part de comprendre vos données avec l'analyse statistique, de la mettre en musique et ensuite de partager tout ça. Alors, donc, je vais créer une vue vierge, donc on a des modèles qu'on peut utiliser, etc. Donc, le principe d'une vue, finalement, c'est un enchaînement de pages, comme on peut l'avoir dans PowerPoint. Et c'est assez simple. Donc ici, j'ai ma structure de données, donc j'ai un commentaire, une note de SAT, un contexte, etc. J'ai une feuille de travail qui est au centre, et donc pour analyser tout ça, je vais prendre, par exemple, ma variable commentaire, et je vais l'acheter sur la page. Donc il va effectuer toutes les opérations de lématisation et me sortir un nuage de mots avec mes verbatims. Voilà. Donc, par défaut, je pourrais cliquer pour filtrer, c'est assez simple. Et donc, je peux ensuite choisir quel type de représentation je veux. Est-ce que je veux une table de verbatim, un graphique ou qu'un graphique? Donc là, je vais prendre qu'un graphique. Il est ici, on va pouvoir changer les couleurs, changer la police, changer à peu près tout ce qu'on veut. Voilà, donc moi, je vais me mettre en... Bon, c'est pas très important. Voilà, donc j'ai mon nuage de mots qui est là. Et puis, moi, je voudrais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voir uniquement les adjectifs. Donc, je vais aller sur ce nuage, aller décocher le nom commun pour passer sur les adjectifs. Donc, j'ai mon objet qui est ici. Cet objet, je voudrais finalement le voir selon mon nuage, je voudrais le voir en fonction de l'hôtel fréquenté. Donc, je vais prendre ma variable hôtel qui est là. Voilà. C'est ici. Donc, même chose, je peux changer mon graphe comme je veux. Et puis, je vais dire que je souhaite appliquer un scénario. Donc, le principe du scénario, c'est qu'on va filtrer des analyses. Donc, je vais filtrer mon nuage en fonction de ma variable hôtel. Ce qui me permettra d'avoir les mots utilisés par chacun des hôtels. Et on peut
Voilà, donc là, ici, je suis sur quelque chose d'assez simple. Donc, j'ai ma première page qui est là. Donc, si maintenant, je veux voir... j'avais le nom de l'hôtel. Pour vous montrer... Là, on n'est pas sur une approche d'analyse lexicale, mais plutôt quanti. Donc, j'ai mon nom d'hôtel. Je voudrais voir comment les hôtels évoluent en fonction du contexte. Donc, je prends hôtel, contexte, je vais croiser. Voilà, donc en fait, il va me faire automatiquement mon croisement. Donc, je vais me basculer en tableau. Ouais, je vais donc retrouver ici ma répartition des hôtels, enfin des contextes en fonction des hôtels. Et si je veux voir finalement s'il y a une relation entre les deux, je vais appliquer un test statistique, colorier les valeurs significatives, et j'ai mon test de Kido. Alors, il y a une question. Quand on a accès au logiciel, il y a un guide d'utilisation qui est joint. Oui, alors, dans le logiciel, il y a d'une part une aide en ligne qui est dispo, qui est là. D'autre part, il y a pas mal de vidéos, des vidéos qui sont plus ou moins longues, qui permettent d'appréhender, de comprendre comment ça marche. On a également une chaîne YouTube, si on va dessus, là, sur laquelle il y a pas mal de webinaires, chaîne Le Sphinx. Voilà, où il y a plein de webinaires sur lesquels vous pourrez retrouver une partie de ce que je vous ai montré ce soir. Donc, merci. Je vous en prie. Oui, date. Du coup, j'en suis perdu. Donc voilà, donc là, j'ai mon tableau croisé. Et puis, si je veux rajouter une dimension, je veux par exemple voir comment évolue la satisfaction. Alors non, avant. Simplement, si je veux ici ne pas utiliser un tableau, mais plutôt pouvoir m'appuyer sur l'analyse factorielle pour voir les relations. Donc, je vais sélectionner un graphique. Et puis, sur mon graphe, je vais aller choisir une AFC. Et je vais pouvoir avoir ma répartition, ma carte finalement avec la répartition des éléments. Donc, ça va assez vite. Et puis, je vais aller cliquer sur mes résultats détaillés pour voir finalement comment sont calculés mes axes et quelles sont les valeurs, toutes les valeurs pour bien comprendre si cette analyse peut être utilisable ou non. Donc, dans le logiciel, vous verrez, on a des fonctions, des analyses avancées. Donc, le principe, c'est qu'on fonctionne. Alors, je suis un peu vite, excusez-moi. Le principe, c'est qu'on fonctionne toujours par drag and drop. Donc, je prends l'hôtel, non, pas celui-là, je vais plutôt prendre, je vais supprimer pour recommencer. Je prends mon hôtel que je croise avec mon contexte, hop, et puis éventuellement, je peux rajouter une dimension avec ma note sur 5. Et dans ces cas-là, j'ai ma note moyenne par hôtel en fonction du contexte. Donc, on arrive à aller sur des données à 3 dimensions. Donc, on peut fonctionner en drag and drop de cette manière. Après, on pourra gérer, il y a tout un paquet d'options pour gérer les groupements de modalités, définir si on applique ou pas un barème. Éventuellement, on peut appliquer des redressements, appliquer des profils. Donc, on a toutes les fonctions d'analyse de données qu'on peut retrouver dans un logiciel de stats, mais toujours associées aux aspects de visualisation. Et donc, on a ensuite des analyses avancées. Donc, on trouvera des éléments propres à la satisfaction comme l'analyse d'importance-performance ou l'analyse tétraclasse, donc qui est la matrice de Liosa, pour voir les éléments qui ont une influence positive sur la stat ou une influence négative. Les analyses factorielles des correspondances, les ACP également, lorsqu'on est sur des batteries d'échelle, la régression linéaire multiple, sur les méthodes de classification dans la classification K-means, et puis après, les tableaux de caractéristiques qui permettent d'illustrer, par exemple, finalement, de réduire le volume d'informations en ne présentant que les éléments qui font sens pour une variable de contexte. Par exemple, je veux caractériser ici mes hôtels selon les commentaires, donc je valide, et je vais avoir un tableau dans lequel je vais avoir tous mes hôtels, donc hôtel Paris Lafayette, tout ça, et à l'intérieur, je vais pouvoir afficher uniquement les éléments surreprésentés. Donc l'intérêt, c'est que ça évite d'avoir des énormes tableaux croisés dans lesquels on a des informations qui ne font pas sens. On ne va afficher finalement dans ces tableaux uniquement les éléments qui nous permettront d'amener du sens. Donc ici, les surreprésentés, ou si je veux travailler sur les absents, je bascule sur les sous-représentés. Et puis, vous allez trouver dans le logiciel un module d'analyse textuelle. Donc, on peut fonctionner par drag and drop, comme je l'ai fait, mais on a des assistants qui permettent de retrouver les différentes méthodes. Donc, la visualisation du verbatim, la sortie de nuage de mots. Donc, le nuage de mots, on peut choisir, comme je l'ai montré, finalement, sur quel type de mots vous travaillez. Est-ce que sur les adjectifs, sur les noms propres, sur les verbes, sur les expressions. Des nuages d'expression, donc c'est la même chose. On va également pouvoir générer des nuages par contexte.
Donc, par exemple, ici, je veux, donc je vais analyser ma variable commentaire et je veux voir les mots spécifiques de chacun des hôtels. Donc, je prends le nom de l'hôtel, je veux voir uniquement les adjectifs et je valide. Donc, je vais avoir d'une part un UHD non commun. Donc, c'est tous les mots qui sont propres à tous les qu'on va retrouver dans plus de 70% des contextes. Et puis ensuite, tous les mots surreprésentés, donc tous les mots spécifiques de chacun des hôtels. Donc, pareil, Lafayette, on a petit, propre, confortable. Ouais, on retrouve Estime Vendôme et Hôtel, on a et Cube Hôtel, tout à l'heure, faisait partie finalement de la classe des enchantés, avec beau, parfait, magnifique, grand, agréable, sympa, spacieux, etc. Voilà. Donc sur l'analyse textuelle et sémantique, donc on a des mots-clés par contexte. De la même manière, on peut sortir les expressions par contexte. Et puis, on a des fonctions d'analyse lexicale automatique ou d'analyse sémantique avec l'analyse de l'orientation. Donc on le voit ici, finalement, dans ma table, j'ai que l'orientation déclarée, avec donc une note de 2,7 sur 5 qui provient des étoiles, hein, de la note de SAT, et qui était là. Et si je veux la mettre en perspective avec la polarité du verbatim, donc je vais passer par l'analyse textuelle et sémantique, je vais choisir l'orientation des verbatims, donc je prends ma variable commentaire, je valide, et donc il va me sortir la répartition de mes commentaires, donc ça prend quelques secondes pour le temps de calculer sur tous les commentaires. Si on a 1000 et quelques, on a 1052. Donc le premier calcul peut durer quelques secondes, mais pour le second, après c'est instantané, une fois que c'est fait. Voilà. Donc on voit ici la part d'avis négatif, partagé positif. Et donc on va toujours pouvoir illustrer avec les commentaires. Donc ici, je vais retrouver, je vais enlever mon graphique, j'ai mes différents verbatims. Je voudrais voir comment voir les verbatims positifs, les verbatims négatifs, les verbatims partagés. Donc je prends ma variable commentaire, je vais filtrer les analyses, donc je vais filtrer mon commentaire, je valide, puis c'est parti. Donc j'ai mes commentaires négatifs. Pour que ce soit plus visuel, ces commentaires, je peux les colorier. Voilà. Les positifs, les partagés, etc. Et puis, donc sur l'analyse textuelle, on va pouvoir utiliser, comme je vous l'ai dit, la classification thématique. Donc c'est la méthode ALCES, donc classification hiérarchique descendante. Donc j'ai différents paramètres qui me permettront de classer, de la calculer. Est-ce que je m'appuie uniquement sur les mots, je peux également m'appuyer sur les concepts, donc c'est le fameux thésaurus dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je valide, et là il va me ressortir un certain nombre de classes. Donc normalement on devrait tomber sur 3 classes comme on l'avait tout à l'heure. Mais on peut jouer sur le nombre de classes qu'on va pouvoir modifier. Voilà, même chose, ça prend quelques secondes. Et donc j'ai mes classes A, B, C, comme tout à l'heure, et je retrouve à peu près les mêmes caractéristiques. Donc pour que ce soit plus parlant, sur les mots, je vais afficher que les adjectifs. Je devrais retrouver les mêmes résultats que tout à l'heure. Petit, sympa, bruyant, déçu, cher, minuscule, bon, etc. Agréable, grand, magnifique, spacieux. Donc on retrouve bien les mêmes catégories que l'on avait dans la classification que j'avais lancée, on a vu tout à l'heure. Voilà, donc ces analyses, on va pouvoir aussi facilement, là, mes 3 classes, je peux les utiliser pour les croiser avec autre chose. Donc pour ça, je vais enregistrer mes classes. Donc il va me générer une variable qui s'appellera classe CHD, qui va s'ajouter ici, et je peux utiliser cette variable pour la croiser avec n'importe quelle autre variable d'étude, variable de mon étude. Donc ici, je vais pouvoir finalement voir la satisfaction moyenne exprimée pour chacune des catégories de ma typologie, avec la classe A et la classe C, qui est plutôt la classe des enchantés, des enchantés, en 2 mots. Alors, pour aller plus loin, tout à l'heure, je vous ai parlé je vous ai dit également qu'on pouvait faire une analyse thématique. Donc pour ça, soit on effectue une analyse de contenu, soit on effectue une analyse thématique par dictionnaire. Donc le principe, il est assez simple. Je vais chercher ma variable commentaire, et puis je vais avoir une interface dans laquelle je vais trouver tous mes lexiques à gauche, les verbatims correspondants, donc qui vont être découpés par phrase. Donc j'ai par exemple ici petit déjeuner correct, petit déjeuner copieux, petit déjeuner propre, etc. Et je vais avoir des boîtes à thèmes. Par exemple, je vais créer un thème qui s'appelle restauration. Voilà, dans le thème restauration, je vais aller prendre le petit déjeuner, je vais aller prendre
le restaurant, je vais aller prendre, pas la salle de bain. Donc je vais comme ça balayer mon lexique pour aller finalement construire qu'est-ce que je veux dire? Je vais aller finalement illustrer chacune des catégories. Donc tout va fonctionner par drag and drop. Si on va par exemple, donc j'ai la thématique de l'hygiène. Voilà, parce que j'ai vu, on a ici ce que j'ai vu propre tout à l'heure, là je ne vois plus. Bref, vous avez compris, on va créer les thématiques et on va charger chaque thématique avec les mots du lexique. Donc, lorsqu'on a déjà fait le travail, on a la possibilité éventuellement d'aller reprendre une analyse. Donc, une fois que le travail est fait, je vais vous montrer. Voilà, j'avais déjà donc construit un dictionnaire, donc je vais charger. Donc là, il va m'écraser ce que j'ai fait. Et donc, ça va ressembler à ça, où je vais avoir donc mes catégories. J'ai la catégorie accueil, avec accueil, départ, arrivée, ambiance. Et j'ai tous les mots qui me permettent de caractériser chacune de mes catégories. L'hébergement avec la chambre, étoile, étroitesse, exigu, spacieux, etc. La décoration, décorative, design, moquette. Donc j'ai fait tout ce travail-là d'association des lexiques à mes différentes thématiques que je vais pouvoir directement appliquer à mon corpus pour retrouver mes différentes répartitions thématiques. Voilà, et de la même manière, ensuite je peux utiliser ça pour aller croiser avec ce que je veux. Donc si je veux voir effectivement ma satisfaction exprimée selon les thématiques abordées, je vais les retrouver ici. Ou si je veux pas la satisfaction exprimée, mais je veux plutôt l'orientation, je ne l'ai pas généré tout à l'heure, mais j'aurais pu le faire, j'aurais pu prendre ma variable orientation. Donc dans cet environnement, on va pouvoir comme ça créer les analyses, mais on est comme PowerPoint, on va pouvoir si on veut, on va pouvoir rajouter des images avec, on a des bibliothèques de pictos qui sont là, des pictos multicolores ou des pictos monochromes, je ne sais plus où elles sont, toutes les icônes. Voilà, donc on en a des centaines, classées par thématique, sur la profession, etc. On va pouvoir utiliser d'une part pour illustrer les rapports, je vais voir mon contexte, par exemple ici. Dans mon contexte, je vais pouvoir utiliser des images remplissables, voilà, pour faire du joli, faire de la com, et puis aller choisir pour chacun. Donc sur le couple, je vais avoir une thématique famille qui est je ne sais plus où, avec un F comme famille. Voilà, j'ai ici en couple. À faire, je vais prendre autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Puis seul, je vais prendre seul. Voilà, c'est un petit enfant. À faire, etc. Donc, je vais comme ça pouvoir illustrer chacune de mes thématiques avec un picto pour que ça puisse être plus facilement communicable et compréhensible. Et une fois que ces vues ont été construites, on va finalement pouvoir créer un site web qui sera partagé. Où le principe, c'est qu'on va créer des rubriques avec des actions. Je vais dire, voilà, ici, moi, je veux que cette action, elle pointe sur la vue que j'ai créée, du projet actuel, et je veux que ça pointe sur la page 1. Voilà, là, ici, je veux que ça pointe sur la page 2, et puis là, je veux que ça pointe sur la page 6. Bref, donc je vais créer comme ça un site web en ajoutant des rubriques. Ce site web, je peux choisir des images de fond pour que ce soit sympa. On va prendre ça, et puis je vais pouvoir ensuite le partager avec une URL qui est communicable, que je vais pouvoir envoyer. Permettra aux différentes personnes à qui je souhaite l'envoyer de consulter les vues que j'ai mises à disposition. Voilà, et donc là je suis en ligne, et je n'ai pas accès aux jeux de données, mais en revanche, je vais pouvoir me faire ma propre idée des données. Et ça correspond exactement à ce que je vous avais montré tout à l'heure, qui était... voilà, quand j'ai toute la présentation que j'ai fait sur une page de ce type-là. Donc ici, j'ai les différentes vues, les différents accès à mes vues. Donc on va pouvoir après créer toutes sortes, des choses un peu plus sympas, comme là j'ai récupéré des données dans l'open data, correspondant à tous les prénoms qui ont été donnés à tous les bébés de France depuis 1945. Donc je sors mes différentes lettres qui correspondent finalement à des vues qui pointent. Voilà, je vais voir tous les prénoms en C. Est-ce que j'ai affaire à des prénoms féminins ou masculins avec l'évolution des dates? Voilà, donc on est sur plus de 5 millions de prénoms qui ont été donnés. Alors il y a une question.
Est-ce que l'on peut intégrer ces pages web dans un autre site déjà existant? Oui, tout à fait. Puisque là, je vous ai montré comment générer un site web, mais vous pouvez aussi directement, donc je vais revenir sur les pages que j'ai créées. Ici, donc en fait, vous pouvez, là, cette vue-là, vous pouvez la partager directement. Donc vous avez une URL, vous pouvez l'envoyer sur Facebook, sur LinkedIn, sur ce que vous voulez, ou simplement copier l'URL ici. Voilà, puis vous l'envoyez à Kilo Droit ou vous l'intégrez dans une. Et oui, ça, il y a le code qui est déjà prêt. Vous donnez ça à votre webmaster, et puis ce qui vous permettra de l'intégrer dans un site web. Voilà, après je ne vais pas tout montrer, mais il y a des fonctions de filtre aussi qui permettent de filtrer de manière globale la vue. Ça, je génère, puis ça me permet de filtrer, etc. Donc, je vous ai présenté à peu près la philosophie du logiciel. En 1 heure, c'est un petit peu court, mais en même temps, c'est long, ça fait beaucoup d'infos à vous passer. Donc, j'espère que ça vous a permis d'appréhender davantage ce qu'on peut faire aujourd'hui avec nos solutions. Donc, j'ai vraiment zoomé sur la partie analyse et visualisation, donc sur analyse textuelle et analyse quanti. Maintenant, Sphinx permet aussi de collecter des données. Donc, on a des solutions d'enquête par questionnaire qui intègrent également tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Et pour les adhérents d'AFM, vous pouvez également bénéficier de nos solutions de collecte pour vos travaux de recherche. Donc, si vous êtes adhérent, pendant tout le temps de la cotisation, vous pouvez accéder à nos solutions. Donc, je pense dans l'invitation qui vous avait été adressée par l'AFM, il y avait un lien qui permettait d'effectuer la demande. Autrement, si on va sur AFM Marketing, voilà, dans la rubrique AFM Nos partenaires professionnels, vous retrouvez donc le partenariat Sphinx qui est présenté. Vous avez un petit lien ici. Il vous suffit de cliquer là pour de renseigner vos noms, prénoms, écoles auxquelles vous appartenez, de valider la demande et à partir de là, on pourra, on vous mettra à disposition la solution pendant 1 an. Voilà, si vous avez des questions, je suis encore là quelques instants. Si vous n'en avez pas, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura donné des idées, que ça m'a permis de voir un peu comment peut-être travailler un petit peu différemment, de manière plus interactive, puis en intégrant davantage la visualisation dans les contextes de recherche. Voilà, merci à tous, très bonne soirée et peut-être à bientôt. Attendez, j'ai encore des questions. Alors, il y a Christine qui nous demande si Sphinx Kali est disponible en version pour un Mac. Alors, l'application que je vous ai montrée, DataViv, fonctionne via un navigateur. Donc, qu'on soit sur un Mac ou PC, ça n'a aucune importance. Autre question donc, de Fanny, est-ce 1 an renouvelable avec l'adhésion? Oui, alors en fait, l'accès aux solutions dure le temps de l'adhésion. Donc, si vous renouvelez tous les ans, vous aurez accès tous les ans. Tant qu'on reconduit le partenariat avec l'AFM, mais comme on a de bonnes relations avec le bureau, il n'y a pas de raison que l'on arrête qu'on arrête ce partenariat. Je pense que c'est utile à tous, aussi bien aux chercheurs qu'à nous, parce que ça fait aussi les prescripteurs de Sphinx. Donc, tout le monde y trouve son compte, donc on risque de poursuivre. Question de Rafika, est-ce qu'on peut analyser un questionnaire aussi? Alors en fait, Sphinx, je ne vous ai pas fait toute la présentation, mais on vient du monde de l'enquête, donc on peut. Là, et d'ailleurs, les avis Google, ça correspond finalement à un questionnaire. J'ai une question ouverte, j'ai des questions de contexte, mais évidemment, on peut tout utiliser. Enfin, on peut utiliser des données d'enquête. C'est d'ailleurs ce qu'on fait sans doute le mieux. Voilà. Enfin, ce qu'on fait le mieux. On fait plein de choses très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais couper le micro. Eh bien, très bonne soirée à tous, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. J'espère qu'on pourra être amené à vous accompagner. Au revoir.